Paris, automne 1868. Le brouillard matinal s'accrochait aux pavés humides de la rue Saint-Antoine, tandis que le docteur Henri Beaumont ajustait son pardessus contre le froid mordant d'octobre. À 42 ans, ce médecin respecté de l'hôpital de la Salpêtrière avait consacré sa vie à l'étude des phénomènes neurologiques inexpliqués, particulièrement ceux touchant les femmes hystériques. Ses recherches l'avaient mené aux confins de la science médicale de son époque, où la frontière entre le rationnel et l'inexplicable devenait parfois floue. Ce matin-là, une lettre urgente l'attendait sur son bureau, portant le sceau de l'Académie de médecine de Belgique. L'expéditeur, le docteur Auguste Beaucourt, était un collègue réputé qu'Henri avait rencontré lors d'un congrès médical à Bruxelles l'année précédente. D'une écriture hâtive mais précise, Beaucourt décrivait un phénomène qui défiait toute explication médicale connue. « Mon cher Henri », commençait la lettre, « je vous écris concernant un cas qui bouleverse notre région depuis plusieurs mois. Une jeune femme de 18 ans, Louise Lateau, présente des stigmates qui apparaissent de façon cyclique, accompagnés d'états cataleptiques d'une régularité troublante. Je vous en conjure, venez constater par vous-même ce que nos yeux peinent à croire. » Henri reposa la lettre, son esprit scientifique immédiatement en alerte. Les cas d'hystérie religieuse n'étaient pas rares à cette époque, mais la description détaillée de Beaucourt suggérait quelque chose de différent. Il décida de partir pour Bois-d'Haine dès que possible. Bois-d'Haine, Belgique. Même jour, Louise Lateau se réveilla dans la petite chambre qu'elle partageait avec ses deux sœurs cadettes, Marie et Constance, dans la modeste maison familiale de la rue des Tilleuls. L'aube pointait à peine, mais déjà les voix étouffées de ses parents lui parvenaient depuis la cuisine. Depuis que les événements avaient commencé, 6 mois plus tôt, l'atmosphère familiale était tendue. « Pierre, nous ne pouvons plus continuer ainsi », murmurait sa mère, Catherine, d'une voix fatiguée. « Les gens viennent de partout, ils perturbent notre quotidien. Et Louise, ma pauvre Louise. » « Femme, ce qui arrive à notre fille dépasse notre entendement, » répondait son père, Pierre Lateau, un ouvrier des forges locales aux mains calleuses et au regard fatigué. Le père Séraphin dit que c'est un don, mais moi, je vois surtout ma fille souffrir chaque vendredi. Louise ferma les yeux, sentant déjà les premiers signes précurseurs. C'était jeudi, et son corps commençait à ressentir cette étrange tension qui précédait invariablement les épisodes du vendredi. Ses mains la picotaient, et une sensation de lourdeur envahissait ses membres. Elle se leva silencieusement et s'approcha de la petite fenêtre donnant sur la rue pavée. Déjà, quelques curieux se rassemblaient près de leur maison, certains venus de villages éloignés, d'autres de France même. Depuis que l'histoire s'était répandue, Bois-d'Haine était devenu un lieu de pèlerinage spontané. Louise, la voix douce de Marie, sa sœur de 16 ans, la tira de ses pensées. « Comment te sens-tu ce matin ?»« Comme toujours avant que cela n'arrive, » répondit Louise en français, teinté de l'accent wallon de la région. Cette sensation que quelque chose se prépare, comme si mon corps ne m'appartenait plus. Marie s'approcha et prit la main de sa sœur. Le docteur Beaucourt reviendra demain. Il dit qu'il amène un collègue de Paris cette fois. Louise hocha la tête. Depuis le début des phénomènes, une succession de médecins, de prêtres et de curieux étaient venus l'examiner. Certains avec bienveillance, d'autres avec scepticisme. Tous repartèrent troublés et sans réponse. L'histoire de Louise avait commencé un vendredi de mars 1868. Ce matin-là, elle travaillait comme d'habitude dans les champs de betteraves de la famille Delcroix, où elle était employée comme journalière. Soudain, une douleur fulgurante avait traversé ses mains, suivie d'une vision si intense qu'elle en était tombée à genoux. « Louise, Louise !» avait crié Marie Delcroix, la fille du fermier, en la voyant s'effondrer. « Que vous arrive-t-il » Quand Louise avait regardé ses mains, elle avait vu du sang couler de petites plaies parfaitement rondes au centre de ses paumes. La même chose s'était produite sur ses pieds et sur son côté gauche, au niveau du cœur. Puis, tout s'était arrêté aussi soudainement que cela avait commencé. Paris, cabinet médical du docteur Beaumont. Henri rassemblait ses instruments médicaux dans sa trousse de voyage. Il avait étudié les rapports médicaux que Beaucourt lui avait envoyés, et chaque détail l'intriguait davantage. Les descriptions étaient précises, plaies stigmatiques apparaissant aux mêmes endroits chaque vendredi, saignements durant exactement 3 heures,
Cicatrisation complète en 24 heures. Son collègue et ami, le docteur Émile Fournier, neurologue renommé, l'accompagnerait dans ce voyage. Fournier était connu pour son approche rigoureusement scientifique et son scepticisme envers tout phénomène dépassant le cadre médical traditionnel. « Henri, j'espère que vous ne m'emmenez pas assister à une supercherie », déclara Fournier en ajustant ses lunettes. Ces histoires de stigmates sont souvent le fruit de l'imagination populaire ou de manipulations habiles. C'est précisément pour cela que votre présence est nécessaire, Émile. Si fraude il y a, votre œil expert la détectera. Mais si ce phénomène est authentique, s'il est authentique, nous devrons repenser certains de nos paradigmes médicaux, compléta Fournier, ce qui me semble hautement improbable. Henri acquiesça, mais quelque chose dans les lettres de Beaucourt suggérait une sincérité troublante. Le docteur belge était un homme de science respecté, pas un charlatan en quête de notoriété. Bois d'Aisne, vendredi matin. L'atmosphère dans la maison Lateau était tendue. Louise avait passé une nuit agitée, parlant dans son sommeil d'images qu'elle ne parvenait pas à décrire clairement. Ses parents, Catherine et Pierre, avaient organisé la maison pour recevoir les médecins français, nettoyant la petite chambre qui servirait d'espace d'observation. Le père Séraphin, un prêtre local dans la cinquantaine, était arrivé tôt. Cet homme aux traits fins et aux yeux perçants avait développé une relation particulière avec Louise depuis le début des phénomènes. Il semblait être le seul capable de communiquer avec elle pendant ces états cataleptiques. « Docteur Beaucourt, dit-il en saluant le médecin belge qui venait d'arriver, Louise est prête. Elle a exprimé le souhait que ces messieurs de Paris puissent constater par eux-mêmes. » Beaucourt, un homme dans la quarantaine, au visage grave et aux cheveux grisonnants, hocha la tête. « Les docteurs Beaumont et Fournier devraient arriver sous peu. J'ai insisté pour qu'ils observent le phénomène dans son intégralité. » Dans sa chambre, Louise était assise sur son lit, vêtue d'une simple robe de lin blanc. Ses cheveux châtains étaient soigneusement tressés et son visage pâle reflétait une sérénité troublante. À 18 ans, elle possédait cette beauté simple des femmes de la campagne, mais ses yeux noisettes semblaient porter un poids qui dépassait son âge. « Mère, dit-elle d'une voix calme, cela commence. » Catherine Lateau, une femme forte au visage marqué par les années de labeur, s'approcha de sa fille. « Es-tu sûre, ma chérie? Les docteurs ne sont pas encore arrivés. »« Cela ne peut attendre, » répondit Louise, ses mains commençant déjà à trembler. « C'est toujours à la même heure, vous le savez. » Effectivement, depuis 6 mois, les épisodes commençaient invariablement à 13h30 précises chaque vendredi. Cette régularité chronométrique était l'un des aspects les plus troublants du phénomène. L'arrivée des médecins parisiens créa une petite agitation dans la rue. Henri et Émile descendirent de leur fiacre sous les regards curieux des habitants et des pèlerins qui s'étaient rassemblés. Beaucourt les accueillit avec un mélange de soulagement et d'appréhension. « Messieurs, je vous remercie d'avoir fait ce voyage. Le phénomène va commencer d'un moment à l'autre. » Henri observa la foule qui s'était formée autour de la maison. « Y a-t-il toujours autant de monde ? » « Chaque vendredi, » confirma Beaucourt. « Certains viennent de très loin. Nous avons même eu des délégations du Vatican. » Fournier fronça les sourcils. Cette ambiance de cirque ne favorise guère l'observation scientifique objective. C'est pourquoi j'ai demandé que seuls nous 3, plus le père Séraphin et la famille immédiate, soyons présents dans la chambre, rassura Beaucourt. Ils entrèrent dans la modeste demeure. Henri fut frappé par la simplicité des lieux. Rien ne suggérait une mise en scène ou une recherche d'effets théâtrales. La famille Lateau vivait dans des conditions modestes mais propres, typiques de la classe ouvrière belge de l'époque. Louise les accueillit avec une politesse timide. Henri fut immédiatement frappé par son regard, intelligent, direct, sans la moindre trace de tromperie ou de calcul. Cette jeune femme ne ressemblait en rien aux hystériques qu'il avait l'habitude d'étudier à la salpêtrière. « Mademoiselle Lateau, dit-il en s'inclinant légèrement, je suis le docteur Beaumont. Et voici mon collègue, le docteur Fournier. Nous sommes venus observer votre condition. »« Je sais, docteur. Le docteur Beaucourt m'a expliqué. J'espère que vous pourrez comprendre ce qui m'arrive, car moi-même, je n'y comprends rien. » Sa voix était douce, mais ferme. «
celle d'une jeune femme habituée aux responsabilités malgré son jeune âge. Henri nota l'absence totale d'affectation ou de mysticisme dans son attitude. « Pouvez-vous nous décrire ce que vous ressentez avant les épisodes ?» demanda Fournier, sortant déjà son carnet de notes. « C'est difficile à expliquer, » répondit Louise en s'asseyant sur son lit. « Cela commence par une sensation de pesanteur, comme si mes membres devenaient très lourds. Puis mes mains et mes pieds se mettent à me faire mal. Pas vraiment mal, plutôt, comment dire, comme s'ils se réveillaient après avoir dormi longtemps. » Henri échangea un regard avec Fournier. Cette description ne correspondait à aucun symptôme hystérique classique. « Et ensuite ?» encouragea Beaucourt. « Ensuite, je ne sais plus très bien. Je vois des choses, j'entends des voix, mais pas clairement. Et quand je me réveille, il y a eu du sang, et tout le monde me regarde bizarrement. » Le père Séraphin s'approcha. « Louise, l'heure approche. » Effectivement, la pendule de la cuisine indiquait 13h25. Henri sortit sa montre de gousset, déterminé à chronométrer précisément le phénomène. Louise se rallongea sur son lit, croisant instinctivement ses bras sur sa poitrine. Ses parents se retirèrent dans un coin de la chambre, visiblement habitués mais toujours émotionnellement affectés par ce qu'ils s'apprêtaient à voir. « Messieurs, » murmura Beaucourt, « observez attentivement. Dans 5 minutes exactement, tout va commencer. » Le silence se fit dans la petite chambre. Dehors, on entendait les murmures de la foule qui attendait. Henri sentait son cœur battre plus fort. Malgré ses années d'expérience médicale, il se préparait à assister à quelque chose qui défiait tout ce qu'il avait appris. À 13h30 précise, Louise poussa un léger gémissement et ses yeux se fermèrent. Son corps se raidit, prenant exactement la position décrite par Beaucourt, bras étendus, un pied posé sur l'autre, dans une parfaite imitation de la crucifixion. Et alors, sous les yeux médusés des 3 médecins, les premiers signes du phénomène commencèrent à apparaître. Bois de Rennes, vendredi 13h35. Henri Beaumont n'en croyait pas ses yeux. Sous son regard médical exercé, de petites taches rouges commençaient à apparaître sur les paumes de Louise, exactement au centre de chaque main. Ce n'était pas un suintement graduel, mais plutôt comme si le sang perçait directement à travers la peau intacte. « Docteur Fournier », murmura-t-il, « approchez-vous et confirmez ce que je vois. » Émile Fournier, dont le scepticisme initial commençait à vaciller, s'agenouilla près du lit et examina attentivement les mains de Louise. « Les plaies, elles se forment sous nos yeux, c'est impossible. » Beaucourt observait ses collègues avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude. « Attendez, ce n'est que le début. » Louise était maintenant en état de catalepsie complète. Sa respiration était devenue très lente et régulière, son corps rigide comme du marbre. Henri testa la réaction de ses pupilles, dilatées et non réactives à la lumière. Il pinça légèrement son bras. Aucune réaction. « État cataleptique profond », nota-t-il à voix basse. « Mais regardez, le saignement s'intensifie. » Effectivement, du sang vermeil coulait maintenant librement des plaies de ses mains. Simultanément, des taches apparurent sur ses pieds nus. Puis, plus troublante encore, une marque rougeâtre commença à se dessiner sur le côté gauche de sa robe, au niveau du cœur. Le père Séraphin, qui était resté silencieux jusque-là, s'approcha du lit. « Louise, m'entendez-vous » Aucune réaction. « Louise, répondez-moi » insista le prêtre d'une voix plus ferme. Soudain, les lèvres de la jeune femme bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Puis d'une voix étrangement différente de celle qu'elle avait quelques minutes plus tôt, plus grave et avec un accent qu'Henri ne parvenait pas à identifier, elle prononça quelques mots en latin. « Pater dimit illis, non enim sciunt quid faciunt » Henri, qui avait reçu une éducation classique, traduisit mentalement « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'étaient les paroles attribuées au Christ sur la croix. Fournier fronça les sourcils. « Cette jeune femme connaît-elle le latin ?» Pierre Lateau, le père de Louise, secoua la tête. « Ma fille a quitté l'école à 12 ans pour travailler au champ. Elle sait à peine lire et écrire le français. »« C'est toujours ainsi, » confirma le père Séraphin. Pendant ses extases, elle prononce parfois des phrases en latin, en grec ancien et même dans des langues que je ne reconnais pas. Henri était de plus en plus troublé. Il avait étudié de nombreux cas d'hystérie religieuse,
Mais jamais il n'avait observé une telle combinaison de phénomènes physiques et de manifestations linguistiques inexpliquées. « Docteur Fournier, pouvez-vous examiner les plaies de plus près » demanda-t-il. Fournier s'exécuta, sortant une loupe de sa trousse médicale. Les bords sont nets, circulaires, d'environ 8 mm de diamètre. Le saignement est abondant, mais ne semble pas provenir de vaisseaux sanguins visibles. C'est comme si le sang suintait directement des tissus. « Avez-vous déjà observé un phénomène similaire » demanda Beaucourt. « Jamais, » admit Fournier. La perforation cutanée devrait être visible, même microscopique. Ici, la peau semble intacte autour des zones de saignement. Pendant ce temps, Louise continuait de murmurer dans différentes langues. Catherine Lateau, sa mère, s'approcha avec des linges propres. « Il faut recueillir le sang », dit-elle d'une voix émue. « Sinon, cela va tacher les draps. » Henri eut une idée. « Madame Lateau, pourriez-vous nous laisser recueillir ce sang pour analyse? Nous aimerions l'examiner au microscope. »« Bien sûr, docteur. Tout ce qui peut aider à comprendre. » Henri sortit plusieurs fioles de sa trousse et procéda avec précaution au prélèvement. Le sang était d'un rouge vif, normal en apparence avec une odeur caractéristique. Rien ne le distinguait du sang ordinaire à première vue. « Docteur Beaumont » appela Fournier, « regardez ses pieds. » Henri se tourna vers les pieds de Louise. Les plaies y étaient maintenant parfaitement visibles, saignant abondamment. Ce qui le frappa, c'était leur positionnement, exactement au niveau du métatarse, là où, selon la tradition chrétienne, les clous auraient été plantés lors de la crucifixion. « La précision anatomique est remarquable », murmura-t-il. « Ces emplacements correspondent exactement aux descriptions historiques. Comment une simple paysanne pourrait-elle connaître ces détails anatomiques ?» se demanda Fournier à voix haute. 2 heures plus tard, 15h30. Comme l'avait annoncé Beaucourt, le phénomène se termina aussi soudainement qu'il avait commencé. Louise poussa un long soupir et ouvrit les yeux. Son regard était d'abord confus, puis elle sembla prendre conscience de la présence des médecins. « C'est fini ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Oui, ma chérie », répondit sa mère en s'approchant. « Comment te sens-tu ?»« Fatigué, comme toujours. Et vous, messieurs les docteurs, qu'avez-vous vu ?» Henri était encore sous le choc de ce qu'il venait d'observer. « Mademoiselle Lateau, vous souvenez-vous de quoi que ce soit de ces 3 dernières heures ?»« Pas vraiment, parfois j'ai des images floues, comme des rêves dont on ne se souvient qu'à moitié. » Fournier examina ses mains. Les plaies avaient déjà cessé de saigner et commençaient visiblement à se refermer. C'est extraordinaire. Le processus de cicatrisation semble accéléré. « Demain matin, il n'y aura plus aucune trace », confirma Beaucourt. « J'ai pu l'observer à plusieurs reprises. » Henri se tourna vers Louise. « Mademoiselle, accepteriez-vous que nous revenions demain pour constater cette guérison? Si cela peut vous aider à comprendre, oui. » Paris. 1 semaine plus tard, de retour dans son cabinet parisien, Henri n'arrivait pas à chasser de son esprit les images de ce qu'il avait vécu à Bois d'Aisne. Il avait fait analyser les échantillons de sang par le laboratoire de l'hôpital. Composition parfaitement normale, groupe sanguin compatible avec celui de Louise, aucune anomalie détectable. Fournier l'avait rejoint pour discuter de leurs observations. « Henri, j'ai relu tous mes ouvrages de neurologie. Aucune pathologie connue ne peut expliquer ce phénomène. J'ai consulté mes confrères spécialisés dans l'hystérie, » répondit Henri. Même Charcot, à qui j'ai décrit le cas, reste perplexe. Les stigmates hystériques existent, mais jamais avec cette régularité, cette précision anatomique, et surtout pas avec cette guérison complète en 24 heures. Que proposez-vous? Nous devons retourner là-bas, observer plusieurs épisodes, documenter chaque détail, peut-être emmener d'autres spécialistes. Fournier hésita. Henri, vous savez comme moi que l'Académie de médecine ne verra pas d'un bon œil que nous nous intéressions à ce type de phénomène. Nos carrières pourraient en souffrir. C'était effectivement un dilemme. En cette fin de 19e siècle, la médecine française s'enorgueillissait de sa rigueur scientifique. S'intéresser à des phénomènes apparemment miraculeux était mal vu, associé à la superstition et au charlatanisme. Émile, nous avons assisté à quelque chose d'inexplicable avec nos paradigmes actuels. N'est-ce pas précisément notre devoir de scientifique d'investiguer l'inexpliqué?
ou de reconnaître les limites de notre compréhension actuelle, nuança Fournier. Parfois, le plus sage est d'attendre que la science progresse. Boisdaine. Même période, Louise avait repris sa vie normale, travaillant dans les champs durant la semaine et subissant son calvaire hebdomadaire, comme elle l'appelait, chaque vendredi. La notoriété du phénomène grandissait, attirant un nombre croissant de visiteurs. Le père Séraphin était devenu son confident et son guide spirituel. « Louise, ces messieurs de Paris reviendront-ils? Je l'espère, mon père. Si la science peut expliquer ce qui m'arrive, peut-être pourra-t-elle aussi y mettre fin. Et si ce n'était pas quelque chose à faire cesser, mais plutôt quelque chose à accepter ?» Louise le regarda avec tristesse. « Mon père, j'ai 18 ans. Je rêve de me marier, d'avoir des enfants, de vivre comme les autres filles de mon âge. Chaque vendredi, je deviens un spectacle pour des étrangers. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée. » Le prêtre comprenait sa détresse, mais il était également convaincu qu'elle était l'objet d'un phénomène dépassant l'entendement humain. « Ma fille, parfois, Dieu choisit certaines âmes pour des desseins que nous ne pouvons comprendre. Mais pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» C'était la question que Louise se posait chaque jour et à laquelle personne ne pouvait répondre. Journal de Louise Lateau, extrait, dimanche 15 novembre 1868. Les docteurs français sont repartis il y a une semaine. Le docteur Beaumont semblait troublé par ce qu'il avait vu. Il m'a promis de revenir avec d'autres spécialistes. J'espère qu'ils trouveront une explication, car je n'en peux plus de cette situation. Hier, mère m'a dit que des journalistes de Bruxelles voulaient m'interviewer. J'ai refusé. Je ne veux pas devenir une curiosité pour les journaux. Je veux juste comprendre pourquoi cela m'arrive. Le père Séraphin dit que je dois accepter cette épreuve avec foi. Mais il n'est pas dans mon corps le vendredi. Il ne ressent pas cette douleur étrange, ni cette sensation d'être ailleurs. Parfois, pendant les crises, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre, de voir le monde à travers d'autres yeux. Si seulement je pouvais me souvenir clairement de ce qui se passe pendant ces 3 heures. Le phénomène de Louise Lateau commençait à créer des remous bien au-delà de Boisdaine. Dans les salons parisiens, on débattait entre croyants et sceptiques. Dans les cercles médicaux, on hésitait entre investigation scientifique et prudente distance. Mais personne ne soupçonnait encore la véritable nature de ce qui allait bientôt être découvert. Paris, cabinet du professeur Jean-Baptiste Bouillot, Académie de médecine, décembre 1868. Le professeur Bouillot, président de l'Académie de médecine, accueillit Henri Beaumont dans son imposant bureau aux murs tapissés de livres. Cet homme de 70 ans, à la barbe blanche impeccablement taillée, était une sommité de la médecine française. Son regard perçant scrutait Henri avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Docteur Beaumont, j'ai lu votre rapport sur cette jeune Belge. Vos conclusions sont pour le moins troublantes. » Henri s'installa dans le fauteuil en cuir face au bureau. « Professeur, je comprends votre scepticisme. J'étais moi-même incrédule avant de constater les faits. Justement, parlons de ces faits. Vous affirmez avoir observé des plaies apparaissant spontanément, sans cause externe visible. C'est contraire à tout ce que nous savons de la physiologie. C'est précisément pourquoi je sollicite votre autorisation pour organiser une commission d'enquête officielle, avec des instruments de mesure précis, des photographes, peut-être même des représentants de l'Académie des sciences. » Bouillot se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la circulation parisienne. « Mon cher Beaumont, vous savez comme moi que notre époque est celle du triomphe de la raison sur la superstition. Nous venons de traverser des décennies de progrès scientifiques extraordinaires. Pasteur révolutionne la microbiologie, Darwin bouleverse notre compréhension de l'évolution. Et c'est précisément pour cela que nous devons investiguer tout phénomène inexpliqué, non? Ou reconnaître qu'il s'agit probablement d'une supercherie habile, rétorqua Bouillot. Ces miracles prospèrent dans l'ignorance populaire. Notre rôle est de les éclairer par la science, pas de leur donner une caution scientifique. » Henri sentit la frustration monter en lui. « Professeur, j'ai emmené le docteur Fournier, un des neurologues les plus sceptiques que je connaisse. Lui-même reconnaît n'avoir jamais rien observé de semblable. »« Fournier ?» Bouillot réfléchit. « Un homme sérieux, effectivement. Que propose-t-il ?»« Il hésite, comme vous.
Mais il admet que le phénomène mérite une investigation plus poussée. Bois de Rennes. Même jour, pendant que Henri tentait de convaincre l'establishment médical parisien, Louise vivait un vendredi particulièrement difficile. Les épisodes semblaient s'intensifier avec le temps, et la jeune femme ressentait une fatigue croissante. Ce jour-là, outre le père Séraphin et le docteur Beaucourt, était présent un nouvel observateur, le docteur Jules Cloquet, chirurgien de renom de l'université de Louvain, qui avait fait le déplacement spécialement pour observer le phénomène. « Docteur Cloquet, » expliquait Beaucourt, « vous allez pouvoir constater par vous-même l'authenticité de ces manifestations. » Cloquet, un homme méticuleux dans la soixantaine, avait apporté un équipement d'observation plus sophistiqué, un microscope portatif, des instruments de mesure et même un appareil photographique récemment acquis. « Mademoiselle Lateau, dit-il avec une certaine sécheresse professionnelle, j'ai l'intention de documenter chaque aspect de votre condition. J'espère que vous n'y voyez pas d'objection. » Louise, affaiblie par les épisodes répétés, acquiesça faiblement. « Si cela peut aider à comprendre, docteur. » L'épisode se déroula comme d'habitude. Catalepsie à 13h30 précise, apparition des stigmates, saignements abondants, phrases en langues anciennes. Mais cette fois, Cloquet documenta tout avec une précision maniaque. Il photographia les plaies sous différents angles, préleva du sang à différents moments, mesura la température corporelle et le pouls. C'est pendant ces manipulations qu'il fit une découverte stupéfiante. « Docteur Beaucourt, approchez-vous », dit-il d'une voix tendue. « Regardez attentivement cette plaie de la main droite au microscope. » Beaucourt s'exécuta et écarquilla les yeux. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cela ?» Au microscope, la plaie révélait quelque chose d'impossible. Des fibres textiles microscopiques, parfaitement conservées, étaient incrustées dans les tissus sanguinolents. Des fibres qui ne ressemblaient à aucun tissu contemporain. Ces fibres, murmura Cloquet, elles semblent très anciennes. Regardez leur structure, leur composition. Elles ne correspondent à aucun textile que je connaisse. Plus troublante encore, quand il examina la plaie du côté gauche, il découvrit des traces métalliques microscopiques, comme si un objet en fer avait effectivement perforé la chair. « C'est impossible », murmura Beaucourt. « Ces traces suggèrent un contact physique réel avec des objets, mais aucun objet n'a touché Louise pendant l'épisode. » Cloquet continua ses investigations avec une excitation scientifique croissante. Dans les plaies des pieds, il découvrit des particules de bois anciens et même des traces de ce qui ressemblait à de la résine végétale. « Messieurs, dit-il en se redressant, nous ne sommes pas face à des stigmates psychosomatiques classiques. Ces éléments physiques suggèrent un contact réel avec des objets ayant existé. » Le père Séraphin pâlit. « Vous voulez dire... » « Je ne veux rien dire de précis, mon père. Mais ces preuves matérielles changent complètement notre compréhension du phénomène. » Révélation dans les archives. Motivé par cette découverte, Cloquet décida d'approfondir ses recherches. Il se rendit aux archives royales de Bruxelles pour étudier d'anciens manuscrits sur les cas de stigmatisation historique. C'est là qu'il fit une découverte qui allait bouleverser toute l'enquête. Dans un manuscrit du XIVe siècle, il trouva la description détaillée d'un cas de stigmatisation survenu dans un monastère près de Liège. La description correspondait trait pour trait aux manifestations de Louise. Mêmes horaires, mêmes emplacements des plaies, mêmes phrases en latin. Mais le plus troublant était un détail apparemment anodin. Le manuscrit mentionnait que la religieuse stigmatisée était décédée un vendredi, à 16h30 précise, après avoir prononcé une phrase en araméen ancien. Cloquet vérifia, Louise terminait toujours ses épisodes exactement à 16h30. Le secret de famille. Poussé par cette coïncidence troublante, Cloquet entreprit des recherches généalogiques sur la famille Lateau. Ce qu'il découvrit dans les registres paroissiaux le laissa sans voix. Louise Lateau était la descendante directe, à la 15e génération, de cette religieuse stigmatisée du XIVe siècle. Plus encore, chaque génération de cette lignée familiale avait compté au moins une femme présentant des phénomènes mystiques inexpliqués. La grand-mère de Louise, Marie-Catherine Lateau, avait été connue pour ses visions prophétiques. Son arrière-grand-mère avait été accusée de sorcellerie, mais finalement innocentée par l'Église. En remontant la lignée,
Cloquet découvrit un schéma récurrent de femmes présentant des manifestations paranormales. La confrontation Cloquet décida de confronter la famille Lataux avec ses découvertes. Il organisa une réunion avec Pierre et Catherine en présence du docteur Beaucourt et du père Séraphin. « Monsieur et madame Lataux, commença-t-il, saviez-vous que votre famille avait des antécédents particuliers ?» Pierre Lataux devint livide. « De quoi parlez-vous, docteur? Votre grand-mère, Marie-Catherine, était-elle réputée pour des phénomènes inhabituels ?» Catherine échangea un regard inquiet avec son mari. « Docteur, ce sont de vieilles histoires. Grand-mère avait parfois des pressentiments, mais rien de comparable à ce qui arrive à Louise. Et l'arrière-grand-mère, Marie-Joseph Lataux ?» Le silence qui s'installa fut éloquent. Finalement, Pierre soupira profondément. « Docteur, nous espérions que ces dons ne se manifesteraient plus. Dans notre famille, on a toujours su qu'il y avait quelque chose de particulier chez les femmes. Mais nous pensions que c'était fini. Ces dons, comme vous les appelez, se transmettent donc génétiquement? Pas toujours. Parfois, plusieurs générations se passent sans rien. Et puis, soudain, cela recommence. » Catherine prit la parole, les larmes aux yeux. « Ma propre sœur, Élise, avait des visions quand elle était enfant. Puis cela s'est arrêté à l'adolescence. Nous pensions que Louise serait épargnée. La vérité sur Louise. Ces révélations éclairaient le phénomène sous un jour complètement nouveau. Louise n'était pas un cas isolé, mais le maillon d'une chaîne génétique s'étendant sur plusieurs siècles. Les éléments physiques retrouvés dans ses plaies suggéraient une forme de mémoire cellulaire, transmettant non seulement la prédisposition aux stigmates, mais aussi les traces physiques des traumatismes vécus par ses ancêtres. Quand Cloquet révéla ses découvertes à Louise, la jeune femme ne parut pas surprise. « Au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais différente », confia-t-elle. « Petite, j'avais parfois l'impression de revivre des moments qui n'étaient pas les miens. Je voyais des lieux que je n'avais jamais visités. Je comprenais des langues que je n'avais jamais apprises. Ces souvenirs, Louise, ils correspondent à quoi exactement? À une époque très ancienne. Je vois souvent une femme en habit religieux dans une cellule de pierre. Elle souffre, elle prie, et ses mains saignent comme les miennes. Je crois que c'est elle que je deviens le vendredi. » Cette révélation était stupéfiante. Louise ne subissait pas seulement des stigmates psychosomatiques, elle revivait littéralement l'expérience mystique de son ancêtre, transmise à travers les générations par un mécanisme génétique inconnu. Paris, rapport final. Quand Cloquet présenta ses découvertes à Henri Beaumont et Émile Fournier, les deux médecins parisiens furent abasourdis. « Vous suggérez une forme de transmission génétique, de mémoire mystique ?» demanda Fournier, incrédule. « Je présente des faits, docteur. L'interprétation vous appartient. Mais ces preuves physiques, cette lignée familiale, ces correspondances historiques, un tout concorde pour suggérer que Louise Lataux est le réceptacle d'une expérience spirituelle transmise génétiquement. » Henri secoua la tête. « Si nous publions cela, nous détruisons nos carrières. L'Académie ne peut accepter de telles conclusions. Et si nous ne publions pas, nous trahissons notre mission de scientifique. » La décision fatale. Face à ce dilemme, les médecins français prirent une décision qui allait marquer l'histoire. Ils choisirent de classer le dossier et de ne jamais publier leur découverte complète. Henri rédigea un rapport officiel minimisant les phénomènes observés, les attribuant à des manifestations hystériques d'origine psychologique, nécessitant un traitement médical approprié plutôt qu'une investigation scientifique poussée. Cloquet, quant à lui, décida de poursuivre ses recherches en secret, documentant chaque épisode de Louise, mais sans jamais publier ses découvertes révolutionnaires sur la transmission génétique des expériences mystiques. Bois d'Aisne, printemps 1869. L'attitude des autorités médicales françaises envers le cas de Louise Lataux avait des répercussions directes sur la vie de la jeune femme. Le rapport officiel minimisant ces manifestations comme de simples symptômes hystériques avait découragé d'autres investigations scientifiques sérieuses, mais n'avait pas diminué l'intérêt populaire. Louise continuait de vivre ses épisodes hebdomadaires avec une régularité implacable.
Chaque vendredi, à 13h30 précise, elle entrait en catalepsie et revivait l'expérience mystique de son ancêtre. Les pèlerins affluaient toujours, mais l'absence de caution scientifique officielle avait divisé l'opinion publique. « Louise, » lui dit un matin sa sœur Marie, « maman s'inquiète, elle dit que tu maigris de semaine en semaine. » C'était vrai. Les épisodes répétés épuisaient physiquement la jeune femme. À 19 ans, elle en paraissait 25, marquée par une fatigue chronique que rien ne semblait pouvoir soulager. « Je sais, Marie, mais que puis-je y faire? Ce n'est pas un choix. » Le docteur Cloquet, qui continuait discrètement ses observations, notait avec inquiétude cette détérioration progressive. Dans ses notes personnelles, il écrivait « 15 mars 1869, l'état général de Louise continue de se dégrader. Les épisodes semblent puiser dans ses réserves vitales. Si cette tendance se maintient, je crains pour sa survie à long terme. La transmission génétique de cette expérience mystique pourrait avoir un coût biologique que nous n'avions pas anticipé. » Paris. Cabinet du docteur Beaumont, Henri Beaumont, était rongé par le remords. Depuis la publication de son rapport officiel, il ne parvenait plus à dormir correctement. Il savait qu'il avait trahi la vérité scientifique par lâcheté professionnelle. Un matin, il reçut une lettre du docteur Cloquet qui ne fit qu'aggraver ses tourments. « Mon cher Henri, je continue d'observer Louise Latteau malgré l'indifférence officielle. Ses manifestations s'intensifient, mais sa santé se dégrade rapidement. J'ai découvert des éléments supplémentaires troublants. D'autres femmes de la région, apparemment sans lien familial avec Louise, commencent à présenter des phénomènes similaires mais moins intenses. Il semblerait que la proximité avec Louise déclenche une forme de résonance mystique chez certaines personnes prédisposées. Nous pourrions être face à un phénomène de transmission bien plus large que nous ne l'imaginions. Votre silence condamne peut-être ces femmes à subir ce que Louise endure, sans aucune compréhension médicale de leurs conditions. Cordialement, Jules Cloquet. Cette lettre acheva de convaincre Henri qu'il devait agir, malgré les risques pour sa carrière. Bois de Haine. Un vendredi de mai 1869. Ce vendredi-là fut différent des autres. Louise entra en catalepsie comme d'habitude, mais ses manifestations furent particulièrement intenses. Le père Séraphin, présent comme toujours, nota que ses paroles en langues anciennes étaient plus nombreuses et plus véhémentes. Soudain, au milieu de l'épisode, Louise prononça distinctement en français « Il faut que la vérité soit révélée. Le silence tue plus sûrement que l'ignorance. » Ces paroles, prononcées d'une voix qui n'était pas la sienne habituelle, frappèrent tous les présents. Louise n'avait jamais parlé français pendant ses transes, uniquement des langues anciennes qu'elle était censée ignorer. Cloquet, présent ce jour-là, interpréta ces paroles comme un message destiné au médecin qui avait choisi le silence. Il décida d'écrire directement à Henri Beaumont pour lui rapporter cet épisode. La lettre qui changea tout. En recevant le compte-rendu de Cloquet, Henri prit une décision qui allait marquer sa carrière et l'histoire de ce cas extraordinaire. Il rédigea une nouvelle lettre au professeur Bouillot, mais cette fois, il révéla toute la vérité. « Professeur Bouillot, je ne peux plus vivre avec le mensonge contenu dans mon rapport officiel sur Louise Latteau. La vérité scientifique exige que je révèle ce que nous avons réellement observé. Cette jeune femme présente des phénomènes qui défient notre compréhension actuelle de la physiologie humaine. Les preuves matérielles collectées par le docteur Cloquet, les recherches généalogiques révélant une transmission familiale de ces manifestations et maintenant l'apparition de cas similaires chez d'autres femmes de la région, tout cela constitue un corpus de données scientifiques que nous ne pouvons ignorer. Si notre époque est celle du triomphe de la raison, alors nous devons avoir le courage d'affronter rationnellement l'inexplicable, pas de le dissimuler par confort intellectuel. Je sollicite officiellement la constitution d'une commission d'enquête pluridisciplinaire pour étudier ce phénomène avec tous les moyens de la science moderne. Respectueusement, Dr Henri Beaumont. La réaction de l'Académie. La réaction de Bouillot fut immédiate et brutale. Il convoqua Henri dans son bureau dès le lendemain. « Docteur Beaumont, votre lettre est un scandale. Vous remettez en question un rapport officiel que vous avez vous-même rédigé. C'est votre crédibilité scientifique que vous détruisez. Professeur, ma crédibilité ne vaut rien si elle repose sur le mensonge.
J'ai menti par lâcheté et je le regrette. Et vous pensez racheter ce mensonge par un autre mensonge encore plus grand, en prétendant avoir observé des miracles? Je ne prétends rien observer de miraculeux. Je présente des faits que notre science actuelle ne peut expliquer. C'est différent. Bouillot se leva, visiblement irrité. Docteur Beaumont, l'Académie ne peut cautionner de telles élucubrations. Si vous persistez dans cette voie, vous vous excluez vous-même de la communauté scientifique respectable. Le prix du courage. Henri savait que Bouillot ne bluffait pas. En choisissant la vérité, il risquait effectivement sa carrière, mais il avait pris sa décision. Professeur, si la respectabilité scientifique exige de fermer les yeux sur des phénomènes inexpliqués, alors je préfère perdre cette respectabilité. Cette confrontation marqua la fin de la carrière académique d'Henri Beaumont au sein de l'establishment médical français. Mais elle marqua aussi le début d'une recherche indépendante qui allait révéler des aspects fascinants de la condition humaine. Louise face aux conséquences. Quand Louise apprit que le docteur Beaumont sacrifiait sa carrière pour révéler la vérité sur son cas, elle fut profondément émue et inquiète. « Docteur, lui dit-elle lors de sa visite suivante à Bois d'Haine, je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi. Si votre science ne peut accepter ce qui m'arrive, peut-être vaut-il mieux que tout cela reste secret. Louise, ce qui vous arrive dépasse votre personne. D'autres femmes commencent à présenter des symptômes similaires. Si nous comprenons le mécanisme de votre condition, nous pourrons peut-être les aider. Mais à quel prix pour vous? Henri sourit tristement. Le prix de la vérité, Louise, et c'est un prix que tout scientifique digne de ce nom doit être prêt à payer. L'investigation clandestine privée du soutien officiel, Henri organisa avec Cloquet et quelques collègues courageux une investigation clandestine. Ils documentèrent systématiquement chaque épisode de Louise, analysèrent les cas apparentés dans la région et commencèrent à établir une théorie révolutionnaire sur la transmission génétique des expériences mystiques. Leur découverte était stupéfiante. Ils identifièrent au moins 12 autres femmes dans un rayon de 50 km autour de Bois d'Haine qui présentaient des manifestations similaires, toutes liées par des liens familiaux complexes remontant au Moyen Âge. Il semblait qu'une lignée génétique particulière, dispersée à travers la région par les mariages et les migrations, portait en elle la capacité de revivre des expériences mystiques ancestrales. Louise était simplement l'expression la plus intense de ce phénomène, la détérioration. Malheureusement, les observations d'Henri confirmaient les craintes de Cloquet. Louise s'affaiblissait de semaine en semaine. Les épisodes mystiques semblaient littéralement consumer sa force vitale. « Docteur, lui dit-elle un jour avec une lucidité troublante, je sais que je vais mourir bientôt. Ces expériences que je vis me vidangent de ma propre vie pour revivre celle d'une autre. Louise, nous travaillons à comprendre le mécanisme. Peut-être pourrons-nous... Non, docteur, je l'accepte maintenant. Mais promettez-moi une chose, que ce que vous apprenez grâce à moi servira à aider d'autres femmes dans ma situation. » Cette promesse, Henri la fit solennellement, sans savoir qu'elle engagerait le reste de sa vie. Bois d'Haine, vendredi 12 août 1870. Ce vendredi-là restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vécu. Louise Lateau, maintenant âgée de 20 ans mais paraissant beaucoup plus, entama son épisode hebdomadaire avec une intensité jamais atteinte. Ses stigmates saignèrent plus abondamment que jamais et ses paroles en langues anciennes résonnèrent dans la petite chambre avec une force presque surnaturelle. Henri Beaumont, le docteur Cloquet, le père Séraphin et la famille étaient présents, comme chaque semaine depuis 2 ans. Mais cette fois, ils savaient tous que quelque chose de définitif se préparait. À 15h47, 13 minutes avant la fin habituelle de l'épisode, Louise ouvrit soudain les yeux. Son regard était d'une clarté extraordinaire, comme si 2 consciences coexistaient enfin harmonieusement en elle. « Docteur Beaumont, dit-elle d'une voix douce mais déterminée, approchez-vous, j'ai des choses importantes à vous dire. » Henri s'agenouilla près du lit. « Je vous écoute, Louise. Ce que je vis chaque vendredi, ce n'est pas seulement la répétition d'une expérience passée, c'est une forme de guérison.
Ma famille porte en elle la mémoire d'un traumatisme spirituel ancien, transmis de génération en génération. En revivant consciemment cette expérience, je la libère. Cloquet s'approcha, fasciné. Vous voulez dire que vos épisodes ont un but thérapeutique? Exactement. Chaque vendredi, je diminue un peu la charge émotionnelle de cette mémoire ancestrale. Les autres femmes de la région qui commencent à présenter des symptômes, elles sont soulagées par mon travail de guérison. Cette révélation était stupéfiante. Louise n'était pas une victime passive de phénomènes inexpliqués, mais une guérisseuse œuvrant inconsciemment à la réparation d'un traumatisme collectif. Mais ce processus vous épuise, observa Henri avec tristesse. Oui, pour guérir cette mémoire ancestrale, je dois sacrifier ma propre vitalité. C'est le prix à payer. Louise sourit avec une sérénité qui bouleversa tous les présents. Mais cette guérison sera définitive. Après moi, aucune femme de ma lignée ne souffrira plus de ces manifestations. Les dernières révélations. Louise continua ses explications avec une lucidité remarquable. Docteur, dans vos recherches futures, vous découvrirez que de nombreuses familles portent des traumatismes similaires. Des guerres, des persécutions, des tragédies collectives laissent des traces dans la mémoire génétique. Certaines personnes naissent avec la capacité de guérir ces mémoires, mais au prix de leur propre vie. Cloquet prenait des notes fiévreusement. Louise, comment savez-vous tout cela? Pendant mes transes, je ne suis pas inconsciente. Je communique avec la mémoire de mon ancêtre. Elle m'a expliqué le processus. Elle attendait depuis des siècles qu'une descendante soit assez forte spirituellement pour accomplir cette guérison. Henri sentait les larmes monter à ses yeux. Louise, existe-t-il un moyen d'interrompre ce processus, de vous sauver? Non, docteur, et je ne le voudrais pas. Ma vie aura eu un sens. Grâce à mes souffrances, des dizaines de femmes futures vivront normalement. Le sacrifice final. À 16h30 précise, Louise retomba en catalepsie. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ses stigmates ne saignaient plus. À la place, une lumière douce semblait émaner de ses plaies, visible uniquement dans la pénombre de la chambre. Le père Séraphin, bouleversé, commença à réciter des prières. La famille Lateau pleurait silencieusement. Henri et Cloquet observaient avec un mélange de fascination scientifique et d'émotion profonde. À 17h15, Louise ouvrit une dernière fois les yeux. « C'est accompli », murmura-t-elle. « La guérison est complète. » Elle ferma les yeux et rendit son dernier souffle dans une paix absolue. L'autopsie révélatrice Henri et Cloquet, avec l'autorisation de la famille, procédèrent à une autopsie discrète. Leurs découvertes dépassèrent toutes leurs hypothèses. Le corps de Louise ne présentait aucune pathologie expliquant sa mort. Plus étonnante encore, ses organes semblaient avoir vieilli de façon accélérée, comme si sa force vitale avait été littéralement transférée ailleurs. Mais la découverte la plus stupéfiante concernait son système nerveux. Des modifications structurelles au niveau du cortex cérébral suggéraient une adaptation physiologique permettant la réception et le traitement d'informations génétiques ancestrales. « Henri », murmura Cloquet, « nous sommes face à une forme d'évolution humaine que nous ne soupçonnions pas. La capacité de guérir des traumatismes génétiques collectifs. La vérification. » Dans les mois qui suivirent la mort de Louise, Henri et Cloquet enquêtèrent sur les autres femmes de la région qui avaient présenté des symptômes similaires. Leurs investigations confirmèrent les dernières paroles de Louise. Toutes avaient vu leur manifestation mystique cesser complètement après le 12 août 1870. Plus remarquable encore, les recherches généalogiques révélèrent qu'aucun descendant des lignées concernées ne présenta plus jamais de phénomènes paranormaux. La guérison était effectivement définitive et héréditaire. L'héritage scientifique privé de reconnaissance officielle, Henri consacra le reste de sa vie à documenter secrètement des cas similaires à travers l'Europe. Il découvrit que le phénomène de guérison sacrificielle des mémoires ancestrales était plus répandu qu'il ne l'avait imaginé. Ses archives, léguées à l'université de Louvain, ne furent redécouvertes qu'en 1920. 50 ans après la mort de Louise. À cette époque, les progrès de la génétique et de la psychologie permettaient enfin de comprendre scientifiquement ces observations. Le docteur Cloquet, lui,
continua ses recherches en Belgique, établissant discrètement une cartographie des lignées génétiques porteuses de traumatismes ancestraux. Ces travaux jetèrent les bases de ce qui deviendrait, un siècle plus tard, l'épigénétique traumatique. La mémoire de Louise. Dans les années qui suivirent sa mort, Louise Latteau fut progressivement oubliée du grand public, victime du silence de l'establishment médical de son époque. Seuls quelques initiés conservèrent la mémoire de son sacrifice et de ses révélations. Le père Séraphin, profondément marqué par cette expérience, consacra le reste de son ministère à étudier les aspects théologiques de la guérison des mémoires ancestrales. Ses écrits, conservés dans les archives du diocèse de Tournai, constituent un témoignage unique sur la dimension spirituelle du phénomène. La famille Latteau quitta Bois-d'Haine quelques années après la mort de Louise, incapable de supporter les souvenirs douloureux. Mais Marie, la sœur de Louise, conserva précieusement le journal intime de la jeune femme, document invaluable pour comprendre son expérience subjective. L'épilogue scientifique, Université de Louvain, 1920. Le professeur Albert Marlois, spécialiste en neurologie et petit-fils spirituel du docteur Cloquet, redécouvrait les archives secrètes d'Henri Beaumont dans les sous-sols de l'université. Ces documents allaient révolutionner la compréhension de l'hérédité traumatique. « Mes chers collègues, déclara-t-il devant l'Académie royale de médecine de Belgique, nous avons été aveugles à un phénomène majeur de l'évolution humaine. Certains individus naissent avec la capacité génétique de guérir les traumatismes collectifs de leur lignée, au prix de leur propre vie. Les travaux de Marlois, s'appuyant sur les observations de Beaumont et Cloquet, établirent les fondements scientifiques de ce qui sera plus tard appelé la thérapie génétique sacrificielle spontanée, le legs universel. Aujourd'hui, le cas de Louise Latteau est étudié dans les facultés de médecine du monde entier comme un exemple précoce de compréhension intuitive des mécanismes épigénétiques. Son sacrifice personnel a permis non seulement la guérison de sa lignée familiale, mais aussi l'émergence d'une nouvelle branche de la médecine. Les recherches modernes ont confirmé que certaines personnes possèdent effectivement la capacité génétique de métaboliser les traumatismes ancestraux, les transformant en expériences de guérison collective. Louise Latteau fut probablement la première à accomplir consciemment ce processus. Réflexion finale. L'histoire de Louise Latteau nous enseigne que la science progresse parfois malgré elle-même, grâce au courage de quelques individus prêts à sacrifier leur confort intellectuel pour la vérité. Henri Beaumont et Jules Cloquet payèrent le prix de leur honnêteté scientifique, mais leurs observations jetèrent les bases d'une compréhension révolutionnaire de l'hérédité traumatique. Louise, elle, paya le prix ultime, sa vie. Mais son sacrifice ne fut pas vain. En acceptant consciemment de servir de canal de guérison pour les mémoires blessées de sa lignée, elle libéra définitivement ses descendants des chaînes du traumatisme ancestral. Son histoire nous rappelle que derrière chaque phénomène inexpliqué se cache peut-être une vérité scientifique que nous ne sommes pas encore prêts à accepter, et que parfois, il faut du courage pour regarder au-delà des paradigmes établis et découvrir de nouveaux territoires de la connaissance humaine. Dans la petite église de Bois-d'Haine, 2023, plus de 150 ans après la mort de Louise Latteau, une plaque commémorative fut finalement installée dans l'église où elle priait chaque dimanche. L'inscription, simple et sobre, rend hommage à une jeune femme qui révolutionna notre compréhension de l'héritage génétique traumatique. À la mémoire de Louise Latteau, 1850-1870, pionnière involontaire de l'épigénétique traumatique, qui, par son sacrifice, ouvrit la voie à la guérison des mémoires ancestrales blessées. Sa souffrance libéra l'avenir. Chaque année, le 12 août, des chercheurs du monde entier se rassemblent à Bois-d'Haine pour honorer sa mémoire et présenter leurs dernières découvertes sur l'hérédité épigénétique. Le Symposium Louise Latteau est devenu un rendez-vous incontournable de la recherche médicale moderne. Dans les laboratoires de génétique contemporains, les techniques d'analyse de l'ADN permettent désormais d'identifier les marqueurs épigénétiques des traumatismes ancestraux et de développer des thérapies ciblées.
Le sacrifice de Louise n'aura pas été vain. Sa mort a permis de sauver des milliers de vies futures. Épilogue. Personnel. Marie Lateau, devenue Marie Dubois après son mariage, vécut jusqu'à l'âge de 92 ans. Jamais elle ne manifesta le moindre signe des phénomènes qui avaient tourmenté sa sœur. Dans ses mémoires, publiées en 1925, elle écrivit « Louise savait qu'elle mourrait jeune, mais elle l'acceptait avec une sérénité qui me dépasse encore aujourd'hui. Elle disait souvent que certaines vies sont courtes mais denses, comme des étoiles filantes qui illuminent le ciel avant de disparaître. Sa lumière continue de briller dans chaque famille guérie, dans chaque enfant qui naîtra libre du poids des traumatismes ancestraux. Les descendants de la famille Lateau, aujourd'hui dispersés à travers le monde, vivent des vies ordinaires, libérés à jamais du fardeau mystique qui avait pesé sur leur lignée pendant des siècles. Ils ne savent pas tous qu'ils doivent cette liberté au sacrifice d'une jeune paysanne belge qui accepta de mourir pour que d'autres puissent vivre. Conclusion universelle. L'histoire de Louise Lateau nous enseigne que la frontière entre science et mystique n'est parfois qu'une question de perspective temporelle. Ce qui paraît inexplicable à une époque devient évident à la suivante, grâce au courage de ceux qui osent observer sans préjugés et témoigner sans crainte. Elle nous rappelle aussi que derrière chaque progrès scientifique majeur se cachent souvent des sacrifices personnels méconnus. Louise Lateau rejoint ainsi la cohorte silencieuse de ceux qui, par leur souffrance acceptée, ont fait progresser l'humanité vers une meilleure compréhension d'elle-même. Aujourd'hui, quand un généticien identifie un marqueur traumatique dans l'ADN d'un patient et peut lui proposer une thérapie ciblée, il ne sait pas qu'il applique les principes découverts grâce à une jeune Belge qui accepta de mourir à 20 ans pour que la science puisse un jour comprendre et guérir les blessures invisibles transmises de génération en génération. L'héritage de Louise Lateau dépasse largement le cadre médical. Il nous invite à repenser notre rapport aux phénomènes inexpliqués, à cultiver l'humilité scientifique face à l'inconnu et à honorer ceux qui, par leur sacrifice, ouvrent de nouveaux horizons à la connaissance humaine. Dans un monde où la science et la spiritualité semblent souvent opposées, l'histoire de Louise Lateau nous montre qu'elles peuvent être complémentaires dans la quête de vérité et de guérison. Son exemple continue d'inspirer chercheurs et soignants dans leur mission commune, comprendre et soulager la souffrance humaine sous toutes ses formes.